Alors aujourd'hui, on va parler de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Donc on va commencer par parler des conditions d'attribution, ensuite la démarche pour obtenir l'AEH. Ensuite, on rentrera dans les détails du barème et du montant de cet AEH. Je vous expliquerai la durée d'attribution en fonction des différents cas. Et je vous parlerai enfin, pour finir, des conditions de cumul de l'AEH avec d'autres prestations. Alors, commençons avec les conditions d'attribution de l'AEH. Et pour commencer, une petite question. À votre avis, lequel ou lesquels de ces critères sont des critères d'attribution de l'AEH? Donc, est-ce que dans les critères d'attribution de l'AEH, il y a le taux d'incapacité de l'enfant, les ressources du foyer ou l'âge de l'enfant? Il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Et je vous donne la réponse. Donc, les critères qui comptent pour l'attribution de l'AEH, c'est le taux d'incapacité de l'enfant et l'âge de l'enfant. Par contre, il n'y a pas du tout de conditions de ressources. Alors, pour avoir l'AEH, il faut que l'enfant ait un taux d'incapacité qui soit reconnu soit supérieur ou égal à 80%, soit compris entre 50 et 79%, mais dans ce cas-là, il faut aussi qu'il y ait une autre condition qui soit remplie, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant fréquente un établissement ou un service médico-social, ou bien il faut que son état exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission de la MDPH. Donc ça peut être assez large, c'est-à-dire que, par exemple, dès lors que l'enfant a besoin d'une AESH pour l'accompagner en classe ou s'il a un suivi par une orthophoniste, par exemple, généralement, la MDPH considère que cette condition est remplie. Alors, la condition sur le taux d'incapacité, comment savoir si on l'a remplie ou pas? La MDPH, elle va regarder ce que l'enfant sait faire ou non comparé aux enfants de son âge. Donc, il y a une grille d'analyse officielle qui est le guide barème que vous trouverez en annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles. Quand vous aurez le support, vous pourrez vous plonger dedans si vous le souhaitez. Ça reste quand même quelque chose qui n'est pas extrêmement précis. Et donc, nous, on vous signale une autre source qui peut être assez utile pour vous, alors qui n'est pas une grille officielle, mais qui permet en fait de se situer, puisqu'en fait, c'est un guide que l'association R avait fait, alors, qui était plutôt destiné à évaluer l'enfant par rapport à ses droits à une prestation de compensation du handicap, mais du coup, vous verrez que c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce guide permet pour chaque domaine de compétences de dire voilà, ce qu'un enfant de 2 ans, 3 ans, 8 ans, 10 ans est supposé savoir faire dans chaque domaine de compétences. Et du coup, ça vous permet de pouvoir situer votre enfant et de dire bah, voilà, il a tel âge et en fait, il ne fait pas telle ou telle chose qu'un enfant de son âge est supposé faire. Et grâce à ça, la MDPH va pouvoir se faire une meilleure idée voilà, de l'autonomie de votre enfant par rapport à un enfant du même âge. Donc, comme je vous le disais, le guide barème, il dit des choses assez générales. Donc, ce qu'il dit notamment, c'est qu'un taux inférieur à 50%, c'est quand l'enfant a une incapacité modérée qui n'entraîne pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de sa famille. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de handicap, parce qu'on peut avoir un handicap, mais inférieur à 50%. Donc, en fait, souvent, c'est vrai que quand l'AEH est refusée sur le motif que le taux est inférieur à 50%, on entend souvent les parents nous dire ah, mais en fait, la MDPH ne reconnaît pas le handicap de mon enfant. C'est pas exactement ça, c'est plus que éventuellement elle reconnaît un handicap, mais elle ne reconnaît pas que le handicap voilà, est suffisant pour reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 50%, et donc du coup pour que votre enfant soit éligible à l'AEH. Donc pour passer à un taux compris entre 50 et 80%, ce que dit le guide barème, c'est qu'il faut qu'il y ait une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. Entrave notable, c'est pas forcément hyper précis, donc encore une fois, c'est pour ça que je vous conseille de vous référer au guide de l'association R qui permet voilà, de mettre des choses un peu plus précises derrière ce concept.
Et puis ensuite, l'enfant peut avoir un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %. Donc là, le guide barème dit que ça correspond à une incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et celle de sa famille. Et en fait, les domaines dans lesquels la MDPH évalue ça, c'est les domaines de tout ce qui est conscience et capacité intellectuelle, capacité relationnelle et comportement, communication, conduite et actes élémentaires de la vie quotidienne, capacité générale d'autonomie et de socialisation. Et ça, c'est des domaines que vous retrouverez un petit peu, alors de manière un peu plus détaillée dans le guide de l'association R. Donc, ça vous permet à nouveau, voilà, sur chaque domaine qui est évalué par la MDPH, de pouvoir situer votre enfant et argumenter, pouvoir justifier qu'il a au moins un taux supérieur à 50% pour qu'il puisse être éligible à l'AEH. Alors, il y a quand même une exception qui est à connaître pour les 10, alors qui n'est pas une exception réglementaire, hein, mais qui est une exception qui existe dans un guide d'appui de la CNSA. Donc la CNSA, c'est un organisme qui est à la fois un organisme financeur et un organisme de support pour les MDPH. Donc elle édite des guides sur plein de choses pour aider les MDPH à prendre leurs décisions. Et donc elle a édité un guide sur les troubles 10. Alors c'est un guide assez long comme tous les guides de la CNSA. Mais si vous allez à la page 35, il dit quand même une chose intéressante. Il dit que le taux d'incapacité est inférieur à 50% lorsque seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Donc, ça fait que, quand même, dans beaucoup de cas, les troubles 10 sont considérés, enfin voilà, sont analysés comme n'ayant que des retentissements sur les apprentissages scolaires, ce qui du coup permet pas de démontrer que le taux d'incapacité est supérieur à 50% et donc risque de priver les parents d'AEH. Mais quand même, le guide dit néanmoins, dans les situations où il existe une lourdeur effective des traitements et des remédiations à mettre en œuvre, le taux sera supérieur à 50% pendant une durée limitée, permettant d'envisager l'attribution de cette prestation. Donc en fait, ce que dit ce guide, c'est on peut quand même faire des exceptions parce que si par exemple les parents ont des frais importants parce qu'ils ont besoin d'une psychomotricienne ou d'une ergothérapeute, on va quand même essayer de le prendre en compte. Donc, même si l'enfant ne correspond pas tout à fait aux critères d'un taux d'incapacité supérieur à 50%, on va dire de manière un peu dérogatoire que le taux d'incapacité est supérieur à 50%, ce qui va permettre de pouvoir attribuer l'AEH et éventuellement un complément, ce qui va permettre de financer les séances de psychomotricité, d'ergothérapie, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui existe dans un guide, donc il faut bien être conscient que ce n'est pas quelque chose qui est du domaine de la loi ou de la réglementation. Vous pouvez le faire valoir dans une demande. Par contre, si on vous refuse le droit à l'AEH et son complément, dans un recours, et notamment dans un recours au tribunal, c'est quelque chose que vous aurez du mal à faire valoir quand même, parce que si on regarde la loi stricto sensu, voilà, le taux d'incapacité, il y a une définition, s'il est inférieur à 50%, il est inférieur à 50%, donc dans la loi, il n'existe pas vraiment cette dérogation. Mais voilà, comme il existe quand même dans la pratique une forme de dérogation, c'est quand même utile de le faire valoir soit au moment de la demande, soit donc surtout ne pas oublier au moment de la demande d'expliquer que vous allez avoir des frais, etc., parce que ça va beaucoup compter. Donc vous le faites valoir soit au moment de la demande, soit éventuellement peut-être dans un recours administratif préalable obligatoire, donc le premier recours que vous faites auprès de la MDPH. Ça se peut que la MDPH prenne en compte voilà, le guide de la CNSA. Après, si vous voulez aller jusqu'au tribunal, c'est pas du tout évident que le tribunal prendra en compte la recommandation du guide de la CNSA, puisqu'elle est un petit peu voilà, extra-légale. Les autres conditions d'attribution de l'AEH, donc l'âge, il faut avoir moins de 20 ans. Hein, être un enfant au sens de la MDPH et de toute la réglementation liée au handicap, c'est avoir moins de 20 ans. Il faut aussi résider en France de façon permanente, ne pas être placé en internat à temps plein,
Il faut que l'enfant n'ait pas de revenus professionnels supérieurs à 55% du SMIC. Donc là, on pense voilà, des enfants qui seraient en études, par exemple en alternance ou en apprentissage, qui pourraient éventuellement avoir un revenu. Bon, nous, en tout cas, c'est pas les cas qu'on voit le plus souvent, parce que en général, les parents qui s'adressent à nous sont plutôt des parents de jeunes enfants, mais il faut l'avoir en tête au cas où. En ce qui concerne la démarche de demande de l'AEH, alors petite question, auprès de quel organisme se fait la demande d'AEH? Eh bien, elle se fait, alors, est-ce qu'elle se fait auprès de la CAF ou est-ce qu'elle se fait auprès de la MDPH? Je vous laisse quelques secondes pour répondre et je vous donne la réponse rapidement. La demande se fait auprès de la MDPH puisque, vous le savez sûrement, on fait la demande auprès de la MDPH et la CAF est l'organisme payeur. Enfin, en tout cas, pour ceux d'entre vous qui dépendent de la CAF, parce que certains peut-être de la MSA, auquel cas c'est la MSA qui va payer l'AEH. Donc la demande d'AEH se fait auprès de la MDPH. Légalement, la MDPH elle a 4 mois pour instruire votre dossier, mais comptez quand même plutôt 6 mois parce que c'est quand même assez fréquent que la MDPH ne respecte pas tout à fait les délais. Surtout, un conseil, veillez à conserver une copie du dossier déposé avec toutes les pièces que vous avez jointes. Malheureusement, ça arrive que le dossier se perde. Et donc, du coup, si vous ne voulez pas avoir à tout refaire, ayez bien gardé tout sous la main. Ce qui est important aussi, c'est d'envoyer votre dossier recommandé ou de le déposer sur place en demandant un accusé-réception pour garder la trace de la date de dépôt. Ça va être important, notamment si la MDPH ne respecte pas le délai d'instruction. Si vous n'avez pas de date de dépôt, vous ne pouvez pas démontrer qu'elle a dépassé le délai. Et maintenant, dans la plupart des MDPH, il y a aussi une possibilité de déposer son dossier sur une plateforme en ligne, et même dans certains cas d'ailleurs par email. Donc, ce qui vous permet dans ce cas-là d'avoir quand même une preuve de la date de dépôt. Donc la demande, elle se fait avec le formulaire unique de la MDPH que vous connaissez sûrement. Et puis, il faut joindre le certificat médical officiel. Vous avez les liens ici, vous les avez déjà peut-être pratiqués. Un petit conseil, remplissez de préférence le dossier en version électronique et enregistrez-le pour pouvoir vous en resservir lors du renouvellement de votre demande. Parce qu'il y a quand même plein d'informations dans le dossier qui ne vont pas changer d'une demande à l'autre. Donc, plutôt que de tout refaire à chaque fois, autant réutiliser le même formulaire que vous avez déjà pré-rempli. Alors de temps en temps, malheureusement, le formulaire change. C'est vrai que là, en ce moment, il est un peu question de le changer parce que la CNSA voudrait le simplifier. Je ne sais pas si ce qui est en cours de discussion apporte vraiment de la simplification. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'à chaque fois que le dossier est modifié, ça vous oblige à repartir de zéro. Donc, je ne sais pas si le projet de sortir un nouveau formulaire aboutira, mais bon, en attendant, ça coûte rien de remplir le dossier plutôt en version électronique de manière manuscrite pour pouvoir le réutiliser si à votre prochaine demande, le format du dossier n'a pas changé. Ensuite, il y a des pièces obligatoires qui sont à joindre au dossier, donc qui sont le certificat médical, une pièce d'identité, le justificatif de domicile. Et après, ce qui est conseillé, c'est de joindre toutes les pièces qui vont permettre de justifier votre demande. Donc, même si ce ne sont pas des pièces obligatoires, il faut quand même les joindre pour que la MDPH puisse évaluer correctement vos droits. Donc, ça peut être des bilans des professionnels qui suivent votre enfant, leur devis, leurs factures, les bulletins de salaire des éducateurs ou des auxiliaires de vie qui s'occupent de vos enfants, l'attestation de votre employeur qui justifie de votre réduction de temps de travail, enfin, tous finalement les documents justificatifs qui sont pertinents par rapport à une demande donnée, en l'occurrence la demande de l'AEH, et on reviendra sur les critères et le barème, comme ça vous comprendrez mieux quels sont les types de documents utiles à fournir dans le cadre d'une demande d'AEH. Donc, le barème et le montant, on y vient. Donc l'AEH, elle se décompose en plusieurs parties. Donc il y a une AEH de base, ensuite il y a un complément d'AEH, 6 paliers, 6 niveaux de complément. Et enfin, il y a une majoration pour les parents isolés.
Donc les critères, d'attribution des compléments d'AEH, ils dépendent de 3 choses. La première chose, c'est est-ce que, le parent a dû, renoncer, à travailler ou a dû, réduire son temps de travail, pour, voilà, s'occuper de son enfant? Donc il faut vraiment que ce soit, une renonciation à un emploi, une réduction de temps de travail qui est vraiment liée, au handicap. Ensuite, le deuxième critère, c'est est-ce que l'enfant a besoin d'une tierce personne rémunérée, pour s'occuper de lui? Et le troisième critère, c'est quels sont les frais mensuels, qui sont, engagés, par les parents, du fait du handicap. Donc ça donne lieu à 6 niveaux de complément. Alors les 3 premiers, on va les détailler petit à petit. Donc le complément 1, c'est un complément qui, va être accordé si les frais mensuels sont supérieurs à 249,72 €. Le complément 2, alors il peut y avoir 3 critères, «au choix» entre guillemets. Soit vous avez des frais qui sont supérieurs à 432,55 €, soit vous avez dû réduire votre temps de travail de 20 soit, vous avez recours à une tierce personne qui est rémunérée à hauteur de 8 heures par semaine. Alors quand je dis: «Vous avez dû réduire votre temps de travail de 20 ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous avez, par exemple, complètement arrêté de travailler ou voire vous n'avez jamais travaillé, c'est possible aussi, ce que va regarder la MDPH, c'est finalement compte tenu du handicap, compte tenu de l'emploi du temps de cet enfant, est-ce que, si, le parent, voulait travailler, est-ce qu'il pourrait travailler à un temps plein? Est-ce qu'il pourrait, travailler à 80 à 50 ou pas du tout? Donc c'est l'octroi d'un complément 2 pour réduction de temps de travail de 20 c'est pas automatique dès lors que vous êtes à 4/5. Il faut vraiment que vous ayez enfin, que ce soit lié au handicap, que vous puissiez démontrer que, vous avez, besoin, d'apporter à votre enfant, plus d'aide qu'un enfant, voilà, ordinaire. Et que c'est bien ça qui, vous a amené à réduire votre temps de travail de 20 et donc enfin, il faut faire attention qu'il ne suffit pas de dire que vous avez réduit votre temps de travail de 20 il faut aussi pouvoir dire via l'emploi du temps de votre enfant, voilà, bah, mon enfant par exemple, il peut pas aller, aux activités périscolaires ou il est pas accueilli au centre de loisirs, donc du coup, bon certes, je peux travailler, mais je suis quand même, obligée d'aller le chercher le soir, donc enfin à 4:30 par exemple. Donc contrairement à, et le mercredi après-midi, je peux pas travailler. Donc contrairement à, un enfant ordinaire qui pourrait, aller, au périscolaire ou au centre de loisirs, ben, c'est pas possible pour mon enfant. Donc voilà, j'ai vraiment une réduction de temps de travail qui est liée, au handicap de mon enfant. Donc voilà, donc je passais beaucoup de temps sur le complément 2, mais le principe, c'est un peu le même, sur tous les compléments. Le complément 3, donc ça va être un complément qui va être accordé si vous avez des frais supérieurs à 552,95 € ou alors si vous avez une réduction de temps de travail de 20 et des frais supérieurs à 263,10 €. Ou alors, vous avez, besoin de recourir à une tierce personne rémunérée 8 heures par semaine et vous avez des frais supérieurs à 263,10 €. Ou alors vous avez une réduction de temps de travail de 50 ou alors vous avez, recours à une tierce personne rémunérée 20 heures par semaine. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de cas différents, beaucoup d'options pour avoir le complément 3, et donc c'est important d'avoir une idée de où vous vous situez et de vérifier aussi au moment où vous recevez la notification de la MDPH que, il y a pas d'erreur, sur, la manière dont elle motive l'octroi du complément. Parce que si jamais derrière vous avez, un contrôle, de la CAF et que, en fait, vous aviez des frais, supérieurs à 552,95 €, mais que, la MDPH a écrit sur la notification, qu'on vous a octroyé le complément 3 pour, réduction de temps de travail de 20 et frais supérieurs à 263,10 €, bah, il y a quand même un risque que la CAF, à un moment, lève la main en disant: «Mais je ne comprends pas, vous travaillez à temps plein, donc normalement vous n'auriez pas dû avoir le complément 3», et alors qu'en fait, c'est juste, la MDPH, dans certains cas, qui s'est trompée et qui a pas écrit correctement, le motif, sur la notification pour lequel, on vous avait accordé, le complément 3. Voilà, donc un petit peu de vigilance à avoir. Les 3 autres compléments, donc le complément 4, ça se complique encore un petit peu parce qu'il y a plein de cas. Donc soit vous avez des frais supérieurs à 778,46 €,
soit vous avez une réduction de travail de 20% et des frais supérieurs à 488,61 €, soit recours à une tierce personne 8 heures par semaine et des frais supérieurs à 488,61 €, soit vous avez réduit votre temps de travail de 50% et vous avez des frais supérieurs à 368,20 €, soit vous avez recours à une tierce personne 20 heures par semaine et des frais supérieurs à 368,20 €, soit vous avez dû renoncer à un emploi pour vous occuper de votre enfant, et là, il n'y a pas besoin que vous ayez spécifiquement de frais en plus, vous êtes éligible au complément 4, ou alors vous avez recours à une tierce personne rémunérée à temps plein pour s'occuper de votre enfant. Alors j'insiste sur le fait de la tierce personne rémunérée à temps plein. Il faut vraiment que ce soit une tierce personne rémunérée. C'est-à-dire que si c'est, le grand-père, la grand-mère, qui s'occupe, de votre enfant, bénévolement, malheureusement, ça, ne vous rend pas éligible, au complément 4 d'AEH. Le complément 5, donc là, ça va être un cas où le handicap vous oblige à renoncer à un emploi ou à cesser de travailler et vous avez des frais, supérieurs à 319,46 €. Soit vous avez recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et vous avez des frais supérieurs à 319,46 €. J'en profite pour dire qu'en fait, toujours dans cet esprit où la MDPH, va évaluer votre situation en fonction vraiment des contraintes liées au handicap. Faut comprendre aussi qu'il n'y a pas nécessairement besoin que vous ayez travaillé avant, puis que vous ayez arrêté de travailler pour être éligible, par exemple, à un complément 5. En fait, à partir du moment où le handicap vous empêche de prendre un emploi, même si vous aviez jamais travaillé avant, ça vous rend quand même éligible à un complément 5. Enfin, pour peu que vous ayez des frais supérieurs à 319,46 € par mois. Sinon, ce sera un complément 4. Et le complément 6, donc là, c'est dans le cas où, non seulement vous avez dû, cesser de travailler ou renoncer à un emploi, mais il faut aussi que l'état de votre enfant impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Donc là, on va quand même viser des situations où, voilà, vous avez un enfant qui est vraiment très, très peu scolarisé, voire pas du tout, ou très peu accueilli, dans une structure médico-sociale ou pas du tout. Voilà, donc ça va être des situations où il y a besoin, vraiment d'une surveillance, constante, de la part du parent. Il faut aussi évidemment que l'enfant soit très peu autonome. Là, on parle d'enfants qu'on ne peut pas, laisser seul à la maison. Donc si c'est votre ado de 15 ans, qu'il est déscolarisé, mais qu'en même temps il est très autonome, ça ne va pas non plus, rentrer dans le cadre du complément 6. Alors, petite question, Sophie a un enfant de 9 ans qui est scolarisé en IME de 9 heures à 16 heures du lundi au vendredi, sauf, la moitié des vacances scolaires. Elle ne travaille plus depuis 4 ans, elle n'a pas de frais. Quel complément d'AEH pensez-vous que la MDPH lui attribuera le plus probablement? Est-ce que ça va être le complément 4, le complément 2 ou aucun complément? Je vous laisse réfléchir. Normalement, je vous ai donné quelques éléments tout à l'heure. Et ben, ça va être, a priori, plutôt le complément 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est un enfant qui est, en IME de 9 heures à 16 heures, du lundi au vendredi, ça laisse quand même, quelques heures de libre, dans la semaine, à sa mère pour travailler, et donc elle peut quand même envisager de travailler à 80%, même si là, en l'occurrence, elle a choisi de pas travailler du tout. Donc ce sera plutôt un complément 2 et pas un complément 4 parce que, la MDPH ne va pas considérer que, elle ne peut pas travailler du tout, du fait du handicap, de son enfant, même si, dans les faits, elle ne travaille pas. La MDPH va considérer que le handicap de son enfant, limite seulement on va dire sa capacité à travailler, à, un emploi à 4/5 plutôt qu'un temps plein. Alors du coup, comment, justifier du besoin de réduction de votre temps de travail? Bah, c'est là que l'emploi du temps de votre enfant va être extrêmement important. Il y a une section du dossier, qui est, dédiée à l'emploi du temps. Donc vraiment, j'insiste, remplissez-le, soigneusement, pour que la MDPH puisse se rendre compte, des contraintes que vous avez. Alors les contraintes, ça peut être, l'accompagnement, à des prises en charge en libéral sur des lieux de soins. Ça peut être, le fait que, vous n'ayez, pas de possibilité d'accueil dans des activités, périscolaires, ou, au centre de loisirs.
Après, la MDPH, elle va aussi regarder les choses en fonction de l'âge de votre enfant. Par exemple, un enfant de 4 ans voilà, qui a besoin d'être gardé par une babysitter après l'école, ou un enfant qui a besoin d'aide aux devoirs après l'école, ça c'est quand même le lot commun de tout le monde, que l'enfant soit handicapé ou pas. Donc la MDPH ne va pas forcément considérer que ce besoin d'aide humaine après l'école est quelque chose qui est strictement lié au handicap. Donc, sauf à ce que vous justifiez qu'effectivement vous auriez souhaité l'inscrire aux activités périscolaires, mais que ça vous a été vraiment refusé. Donc voilà, gardez quand même en tête que quand vous remplissez cet emploi du temps et quand vous expliquez que vous avez des contraintes qui sont liées au handicap, il faut bien qu'elles soient liées au handicap. Euh, et plus l'enfant est jeune, plus évidemment on va considérer que c'est normal qu'il ait besoin d'une nounou, d'une babysitter. Par exemple, un enfant qui est en maternelle, s'il est accueilli que 12 heures par semaine au lieu de 24 heures par semaine à l'école, vous pouvez effectivement faire valoir qu'il y a quand même 12 heures où vous êtes obligé de payer une nounou, une babysitter, et que ça, c'est vraiment strictement lié au handicap. Le temps voilà, après l'école, donc à partir de 16h30, il sera peut-être plus difficile à justifier comme étant, enfin le temps de garde, on va dire, après 16h30, il va être peut-être plus difficile de justifier qu'il est lié au handicap. Après, du coup, un petit tableau, vous pourrez cliquer dessus, c'est un petit tableau Excel qui s'ouvre quand vous aurez la présentation. Vous pourrez faire vos petits calculs dans Excel. Alors, ce n'est pas un tableau à mettre dans votre projet de vie ou dans votre dossier MDPH, c'est plus pour vous faire une idée en fait de comment argumenter. Donc, c'est un petit tableau en fait où vous pouvez indiquer le nombre d'heures théoriques que vous auriez de disponibles pour travailler, compte tenu du fait que votre enfant est scolarisé et admis dans un établissement médico-social. Vous mettez le nombre d'heures chaque jour qui vous semblerait possible de travailler, en comptant aussi, bien sûr, le temps de trajet que vous pouvez avoir, vous pourriez avoir si vous alliez travailler. Et du coup, une fois que vous avez rempli toutes les petites cases en rouge avec le temps que vous auriez disponible, ça vous permet de calculer le nombre d'heures par semaine en moyenne sur lesquelles vous pourriez théoriquement travailler. Donc là, on est sur un enfant voilà, qui est accueilli le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, par exemple, dans un IME. Du coup, ça permet pendant 6 heures par jour de pouvoir se rendre disponible pour travailler. Le mercredi, il va être accueilli que le matin, donc ça va donner que 2h30. Il n'y a pas d'accueil pendant les vacances scolaires. Du coup, en moyenne, ça veut dire que potentiellement, le parent pourrait travailler 18,35 heures par semaine. Donc là, on est sur un peu plus qu'à mi-temps. Alors un peu plus qu'à mi-temps, compte tenu du barème de l'AEH, qui est, vous l'avez compris, un barème forfaitaire, ça risque d'être interprété comme OK, donc c'est possible de travailler à 80%. Pourtant, c'est bien moins qu'à 80%, mais voilà, on n'est pas non plus à 17h30 par semaine qui serait le mi-temps. Donc voilà, donc on va être un peu dans une zone un peu grise. Si la MDPH est sympa, elle va considérer que 18h35, c'est presque pareil que 17h30 et que donc en fait vous pouvez travailler qu'à mi-temps. Voilà, s'ils appliquent un peu plus strictement le barème, ils risquent de retenir seulement une réduction du temps de travail de 20%. Sur les frais, alors quels sont les frais qu'il faut mentionner? D'abord, c'est tous les frais de prise en charge non financés par l'assurance maladie. Par exemple, un psychologue, un psychomotricien, un ergothérapeute, un éducateur. Par contre, l'orthophoniste, la kiné, c'est des soins qui sont financés par l'assurance maladie, donc il n'y a pas lieu de les prendre en compte dans l'assiette des frais qui sert au calcul du complément d'AEH. Les autres éléments que vous pouvez prendre en compte, c'est les frais de transport, quand ils ne sont pas pris en charge par d'autres financeurs. Donc à nouveau, comme le psychologue ou la psychomotricienne ne sont pas financés par l'assurance maladie, les frais de transport vers le cabinet du psychologue ou de la psychomotricienne
ou de l'ergothérapeute vont pas être pris en compte par l'assurance maladie et donc du coup, vous pouvez, les prendre en compte dans l'assiette, des frais, que vous présentez, à la MDPH pour qu'elle évalue, vos droits au complément d'AEH. Par contre, les frais de transport vers le cabinet d'orthophoniste, du kiné, de l'école ou de l'IME, ça normalement c'est censé être, financé par d'autres financeurs. L'orthophoniste et le kiné, en principe, vous devriez pouvoir les faire financer par, la sécurité sociale, enfin, un peu sauf exception. C'est-à-dire que si la sécurité sociale estime que vous allez voir un orthophoniste très loin, mais qu'en fait vous auriez pu aller voir un orthophoniste plus près, va peut-être tiquer sur le fait sur le fait de prendre en charge les frais. Et pour autant, ça vous rendra pas forcément plus éligible, à les faire prendre en compte dans le cadre du complément d'AEH. Mais bon, a priori, quand même, normalement, c'est le boulot de la sécurité sociale de prendre en compte, les frais de transport vers l'orthophoniste et le kiné. Quand il s'agit de l'école, par exemple, notamment pour les enfants qui sont en ULIS, donc qui ont pas l'école en bas de chez eux, ils sont souvent accompagnés en taxi et là, en fait, ça relève du conseil départemental. Et quand c'est un IME, normalement, c'est l'IME qui, prend en charge, les frais, sur, son budget. Alors, dans les autres frais que vous pouvez mentionner, il y a tous les frais de couche, alors pour un enfant qui est en âge d'être propre, c'est-à-dire que s'il a 2 ans, a priori, la MDPH va considérer que c'est encore, normal d'avoir besoin de couches à 2 ans. Donc ça va être pris en compte, à partir du moment où l'enfant sera un petit peu plus âgé. Il peut y avoir aussi des frais ponctuels que vous pouvez mentionner, par exemple des frais de formation et dans ce cas, il faut arriver à les mensualiser. Et c'est pareil pour d'autres faits plus ponctuels comme du matériel éducatif. Alors encore, il faut vraiment que ce soit du matériel très spécifique, hein, parce que, bon, il peut y avoir débat sur le fait que, une tablette, c'est, un matériel éducatif. Beaucoup de MDPH vont avoir quand même tendance à considérer que, une tablette, voilà, un enfant handicapé comme un enfant non handicapé, peut en avoir, l'usage, et donc bon, voilà, faut arriver quand même à faire preuve de discernement sur ce que vous êtes susceptible de pouvoir, faire prendre en compte ou pas. Il y a aussi des frais qui peuvent être liés à des séjours de vacances adaptés. Alors dans une logique quand même où, la logique c'est pour la MDPH de prendre en compte le surcoût lié au fait que ce soit, un séjour adapté. Donc par exemple, lié au fait qu'il y a, des animateurs supplémentaires, donc ça va pas forcément être le coût complet du séjour et parfois il faut un peu fonctionner en différentiel. C'est dire, bah, si, je l'avais envoyé, dans une colo traditionnelle, ça aurait coûté tant. Bon là, c'est un séjour adapté, donc ça coûte plus cher, donc le surcoût peut être pris en compte, par, la MDPH. Alors, petite question, le fils de Caroline fait une séance de psychomotricité par semaine à 45 € la séance. La psychomotricienne est en vacances la moitié des vacances scolaires. Combien est-ce que ça fait de frais par mois? Alors, est-ce que vous calculez en disant: «Bah, ça fait 45 € par, 4 semaines», parce qu'il y a à peu près 4 semaines par mois, donc 180 € par mois? Est-ce que vous dites, ben, pour être un peu plus précis, c'est plutôt 45 € multiplié par 52 semaines, divisé par, 12 mois, puisqu'il y a 52 semaines dans l'année et que donc du coup, pour avoir le coût mensuel, il faut, diviser par 12 mois et donc ça fait 195 € par mois? Ou est-ce que vous dites, bah, en fait, c'est 45 € multiplié par 45 semaines, d'intervention, enfin 44 semaines, pardon, d'intervention de la psychomotricienne divisé par 12 mois, ce qui ferait 165 € par mois? Je vous laisse réfléchir. Et la réponse, c'est la dernière réponse. Voilà, pour être un peu précis quand vous faites votre calcul des frais mensuels, l'idéal, c'est de vous quand même de vous calquer sur le réel parce qu'à un moment, vous aurez des factures et alors la première fois que vous allez faire votre demande, en général, vous allez fournir un devis, mais ensuite, au moment du renouvellement, vous allez fournir les factures que vous avez payées. Donc à ce moment-là, la MDPH va voir quels ont été réellement les frais engagés. Donc si votre psychomotricienne, elle est en vacances, 8 semaines par an, on verra bien, en faisant, la somme des factures, que, en moyenne, sur une année, vous avez, dépensé, 165 € par mois. Donc l'idéal au moment où vous faites même la première demande, c'est quand même d'avoir cette approche un peu fine de raisonner, en moyenne, plutôt que de manière un peu grossière, en disant: «Bon, il y a 4 semaines, dans le mois, donc ça fait 180 € par mois». Parce que vous voyez, en fait, là, il y a quand même une petite différence, entre les 2 approches, et si vous ajoutez,
plusieurs couches de frais avec différents professionnels, à la fin, ça peut faire des écarts. Et donc, comme vous l'avez compris, le complément d'AEH, en fait, il est forfaitaire, il y a des paliers. Donc, il faut faire attention, voilà, de déclarer de telle sorte que vous soyez dans le beau palier et que vous ne vous trouviez pas dans une situation où vous avez déclaré finalement trop de frais et que vous n'arrivez pas à justifier que vous avez effectivement engagé ces frais, quoi. Autre petite question, donc là, je vais vous parler de la fille de Marc, qui a une éducatrice qui le paye 375 € par mois. Les cotisations payées via le CESU sont de 180 € et Marc bénéficie d'un crédit d'impôt de 50 puisqu'en fait, il y a un crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. À votre avis, combien devrait-il déclarer de frais dans son dossier MDPH pour sa demande d'AEH? Est-ce qu'il va déclarer le salaire net de son éducatrice, donc 375 € par mois? Est-ce qu'il va déclarer le salaire net plus les cotisations, donc 555 € par mois, qui correspond à 375 plus 180? Ou est-ce qu'il va déclarer 277,50 €, qui correspond à 555 € multiplié par 50 ? Je vous laisse réfléchir un peu. Et la réponse est 277,50 €. Parce que nous, ce qu'on vous recommande, en fait, c'est de déclarer vos frais nets. Donc, en fait, le reste à charge qui va être effectivement supporté par Marc, ça va correspondre à 277,50 €, hein, puisqu'en fait, il aura payé 375 € de salaire net, plus 180 € de cotisation, mais via le crédit d'impôt, il y a la moitié qui lui est remboursée. Et donc le coût réel qu'il a à supporter, il est de 277,50 €. Donc voilà, donc moi, ce que je vous recommande, c'est de le déclarer comme ça, parce que sinon, à l'inverse, il pourrait y avoir débat sur le fait de dire, quand vous déclarez vos frais aux impôts, ah bah, faut peut-être enlever le complément d'AEH que vous avez perçu, mais comme le complément d'AEH, il sert à la fois à payer des frais, qui peuvent être, comme ici, les frais d'une éducatrice, mais aussi d'autres frais qui ne sont pas éligibles au crédit d'impôt, et également, il dédommage, la réduction de temps de travail d'un parent, et cetera. C'est compliqué, voilà, de dire exactement, quelle part du complément d'AEH il faudrait déduire dans le cadre de votre déclaration d'impôt, quand vous dites, voilà, j'ai dépensé 555 € par mois, mais en fait, il y a X euros qui étaient supportés, enfin qui étaient payés par l'AEH, donc en fait, je les déduis que ça. Donc, comme c'est compliqué à faire, le mieux, c'est de le faire en amont, de dire, je pars du principe que j'aurai cette réduction d'impôt. Et donc, du coup, quand je demande mon complément d'AEH, j'annonce que j'aurai des frais qui sont égaux à 277,50 €, qui correspondent donc au total de mes frais, moins la réduction d'impôt. Alors, pour entrer plus précisément dans le crédit d'impôt emploi à domicile, le principe, c'est que vous avez un crédit d'impôt qui correspond à 50 % de vos dépenses d'emploi à domicile, avec un plafond de 10 000 €. Donc 10 000 € de crédit d'impôt, donc qui correspond à 20 000 € de frais déclarés. C'est un plafond qui est spécifique quand on a voilà, une personne handicapée à charge. Depuis 2022, si vous payez vos salariés via le CESU, vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt immédiat si vous optez pour le CESU+. Alors, le CESU+, c'est la plateforme CESU qui va faire le virement du salaire à votre salarié et qui vous prélèvera la somme correspondant au salaire, aux cotisations, et en enlevant le crédit d'impôt. Donc, en fait, vous n'aurez pas à faire l'avance de frais comme c'était le cas avant, puisqu'avant, ce qui se passait, c'est que vous payez le salaire, le CESU vous prélevait les cotisations, et puis un an après, vous déclariez tout ça sur votre déclaration d'impôt, et les impôts vous remboursaient 50 %. Donc là, maintenant, vous pouvez avoir le crédit d'impôt immédiat, ce qui vous évite de faire l'avance de frais, mais attention, c'est une possibilité qui n'est pas encore ouverte aux bénéficiaires de la PCH. C'est prévu pour 2024, mais c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et il y a d'autres cas aussi, si vous payez votre salarié via Page emploi, donc là, c'est pour les parents d'enfants de moins de 6 ans, mais également si vous touchez la PCH ou si vous ne souhaitez pas souscrire au CESU+, le crédit d'impôt, du coup, vous sera versé de manière différée.
comme je le disais tout à l'heure. Donc de manière différée, ça veut dire qu'en fait, vous allez, toucher un acompte de 60 en janvier et le solde en août. Sachant que comme vous faites de déclaration en fait, au mois de mai ou de juin, l'acompte de 60 il va être calculé sur, la déclaration de l'année d'avant. Donc la première année, en fait, vous faites, l'avance de frais complète et on vous rembourse en août, et la deuxième année, il va quand même y avoir un calcul qui va s'appuyer sur ce que vous aviez, dépensé l'année d'avant. On va vous verser un acompte de 60 en janvier. En juin, vous allez déclarer, vos impôts, l'administration des impôts va faire le calcul et va voir s'il y a un solde à vous verser, en août. Ou à l'inverse, si vous avez dépensé moins que l'année précédente, il se peut que que l'acompte, était trop important et que donc du coup, on vous dise qu'en fait, vous avez un peu plus à payer. Mais bon, ça, c'est plus rare quand même. Donc un petit exemple quand même pour être plus clair, parce que je sais que c'est pas forcément hyper simple à comprendre. Donc, on va imaginer que vous embauchez une éducatrice spécialisée, qui est rémunérée 18 € net par, heure. Donc, si vous rajoutez les cotisations, ça fait, 26,59 € et si vous la rémunérez 25 heures par mois, ça fait, 664,57 € par mois et ça fait, 7 976 € par an. Donc vous avez déclaré aux impôts les 7 976 € et là, vous avez bénéficié d'un crédit d'impôt de 3 988 €, donc qui correspond à 332,33 €. Et donc du coup, si, vous ne bénéficiez pas du crédit d'impôt immédiat, ce qui va se passer, c'est que, l'année N, ce crédit d'impôt de, 3 988 €, il va vous être versé, en août, de l'année, N+1. Et la deuxième année, en janvier de l'année N+2, vous allez toucher un acompte de 60 alors si vous dépensez, la même chose d'une année sur l'autre, du coup, vous allez avoir, 60 des 3 988 € et en août de l'année N+2, verser, le solde. Si ça a augmenté entre, l'année N et si vos dépenses ont augmenté entre l'année N et l'année N+1, par exemple, vous êtes passé de, 3 988 €, de 7 976 pardon, euros de frais, l'année N à, 8 000 l'année, N+1, évidemment le calcul sera fait, sur la base, de ces 8 000 €, donc ils vous donneront un crédit d'impôt de 4 000 € et en fait, on va vous verser, la différence entre, ces 4 000 € et les, 60 de 3 988 € que vous aurez touchés, en janvier. Voilà, j'espère que c'est clair. Sinon, je vous invite à relire les slides à tête reposée, quand vous aurez le temps et ça vous semblera peut-être plus clair. Hem, une autre chose à savoir aussi si vous êtes, particulier employeur, c'est qu'il y a une exonération d'une partie des cotisations sociales, pour, les particuliers employeurs, qui sont bénéficiaires, d'un complément d'AEH ou de la PCH ou qui ont un taux de handicap, supérieur à 80 mais il faut, surtout ne pas oublier d'envoyer votre notification, MDPH au centre CESU, avant de faire, votre première déclaration CESU, pour qu'ils puissent prendre en compte, cette réduction, de cotisation. Et typiquement, pour un salaire de 11 € net, les cotisations, elles seront de, 5,23 € au lieu de 6,46 €. Ça, c'était au 1er septembre, 2022. Je ne suis pas sûre que je l'ai mis à jour, mais j'essaierai de le mettre à jour. Voilà donc attention, cette exonération de cotisation sociale, elle est valable uniquement pour, les salariés, pour les particuliers employeurs qui déclarent sur la plateforme CESU. C'est parce que si vous, relevez du régime Page emploi, là, en fait, il y a déjà des exonérations, au titre, du complément de libre choix du mode de garde, donc il y a pas d'exonération, supplémentaire qui s'applique. Un petit exemple de calcul pour vos frais, donc on vous a fait un petit tableau, vous verrez quand vous aurez la présentation, vous pouvez, cliquer dedans, ça s'ouvre dans Excel. Donc c'est pour vous aider un petit peu à faire, tous les calculs, de vos différents frais et de faire le total à la fin. Hem, donc on a séparé les frais en frais récurrents mensuels, frais kilométriques mensuels et puis frais ponctuels qui nécessitent, d'être mensualisés. Hem On a, aussi alors du coup pour calculer les frais récurrents mensuels, on tient compte,
du tarif par heure, du nombre de séances ou du nombre d'heures hebdomadaires, du nombre de semaines par an pendant lesquelles le professionnel intervient, ce qui nous donne un total de frais. On déduit, des montants qui auraient été obtenus, donc là, en l'occurrence, si vous regardez la ligne éducateur à domicile, la colonne montant obtenu, bah, c'est le crédit d'impôt dont on parlait tout à l'heure. Donc, le total des frais, il est de 7 050 €, mais il y a, un crédit d'impôt de 3 525 €. Donc le total net, il est de 3 525 € par an. Ensuite, une fois qu'on a les frais, annuels, bah, on traduit ça en frais mensuels et ça permet, voilà, ici de dire que, bah, la personne, total de frais de 714,75 € par mois. Heu et c'est ça qui va permettre, de déterminer, le montant, du complément d'AEH, auquel elle a droit. Alors quelques remarques, donc vous verrez que dans le tableau, les cases qui sont remplies, c'est les cases en jaune, les autres, c'est des cases de calcul. Ce qui est important, c'est de présenter vos frais à venir, hein, donc ceux que vous allez engager après le dépôt de la demande. La MDPH, elle n'a pas vocation à prendre en compte vos frais passés et donc ça veut dire notamment que si vous avez fait des bilans, qui en général coûtent cher, bah, il se peut qu'ils ne soient pas pris en charge. Alors parfois, il y a certaines MDPH qui sont sympas et qui du coup, quand même, prennent en compte, les bilans qui ont été, effectués avant. Mais c'est pas toujours évident, donc c'est un point de vigilance à avoir. Ce qui est important aussi, c'est de présenter uniquement les frais que vous êtes sûr d'engager pour, bah, vous éviter qu'on vous réclame un trop perçu en cas de contrôle. Même si les contrôles sur les frais, sont rares, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où vous allez refaire une demande de renouvellement, autant la première demande, vous allez pouvoir fournir des devis et puis la MDPH évaluera vos droits par rapport aux devis que vous avez fournis. Si vous n'avez pas encore engagé de frais, enfin voilà, si vous ne n'êtes pas sur, un renouvellement et donc du coup, il y a déjà un historique de prise en charge qui permet à la MDPH de voir exactement, les factures. Bon, elle s'appuiera sur des devis, mais c'est sûr qu'au moment du renouvellement, bah, là, pour le coup, logiquement, vous avez mis en place, la prise en charge, et donc vous avez des factures, pour justifier de vos frais. Donc elle pourra voir l'écart entre ce que vous aviez annoncé dans les devis et ce que vous avez réellement fait. Donc ça va rentrer quand même en ligne de compte dans, bah, la nouvelle analyse qu'elle fera de vos droits. Donc essayez d'être cohérent et de pas, voilà, mettre des devis, tout en sachant très bien que de toute façon vous n'allez pas mettre en place, les suivis que vous annoncez. Lisez bien le barème, surtout n'oubliez aucun frais parce que le barème il est forfaitaire, donc il y a des effets de seuil. Si vous n'avez pas de réduction de votre temps de travail, bah, avec 430 € de frais, vous aurez le complément 1 et avec 433 €, vous aurez le complément 2. Donc ça vaut la peine de vérifier, que, vous n'avez pas oublié 3 € quelque part. Voilà pour les conseils. Maintenant, on va passer à la majoration parent isolé. Donc c'est une majoration qui est attribuée à toute personne isolée si le complément a été accordé pour renonciation ou cessation de travail, travail à temps partiel ou recours à une tierce personne rémunérée. Alors faites bien attention parce que si vous travaillez à temps plein et que, vous avez des frais et que vous avez un complément DRH parce que vous avez des frais, mais que vous travaillez à temps plein, et que vous n'avez pas besoin d'une tierce personne rémunérée pour s'occuper de votre enfant, même si vous êtes, parent isolé, bah, vous n'allez pas pouvoir, prétendre, à la majoration parent isolé. Hem, voilà les montants de l'AEH et du complément. La première ligne, c'est l'AEH de base qui aujourd'hui est de 142,70 €. Ensuite, vous avez le complément d'AEH, donc qui varie de 107,02 € pour le complément 1 à 1 210,90 € pour, le complément 6. Et donc ensuite, on fait la somme, pour avoir le total sans la majoration de parents isolés. Et ensuite, vous avez la majoration parents isolés, donc qui s'applique à partir du complément 2, puisque le complément 1, c'est uniquement un complément pour frais. Donc, comme la majoration parents isolés, n'est pas pour les parents qui auraient uniquement des frais et pas de réduction de temps de travail ou pas besoin de tierces personnes, rémunérées. Du coup, la majoration parents isolés, s'applique, uniquement à partir du complément 2 et donc elle varie de 57,97 € à 477,15 €. Et la dernière ligne, c'est, le total, AEH plus complément plus, majoration parents isolés.
Les montants changent, assez régulièrement, surtout, en ces périodes d'inflation. Donc vous pouvez les retrouver, normalement sur le site, Mon Parcours Handicap, donc vous avez les liens ici. Bon, modulo le fait que, parfois il peut y avoir des petits retards, à l'actualisation, quand les montants changent. Mais bon, ça vous donne quand même, des ordres de grandeur. Hem et non seulement les montants changent, mais aussi, les seuils, relatifs, aux frais qui, augmentent, aussi, au fur et à mesure. Donc et en général, les montants, voilà, ils changent au moins une fois par an, et en ce moment, c'est un petit peu plus parce qu'avec les effets d'inflation, il y a des réévaluations qui sont faites, plusieurs fois par an, ces derniers temps. Je le disais pour les frais, ce qui est important quand même, c'est d'éviter de charger la barque. Par exemple, si on prend l'exemple de Karine qui travaille à 80 et qui envisage de mettre en place une prise en charge pour son fils qui coûtera, 490 € par mois. Dit comme ça, la MDPH, elle va attribuer, un complément 4, soit, 778,46 €, complément 4, y compris AEH de base. Mais si finalement, Karine se rend compte que l'aide, elle est pas suffisante pour mettre en place sa prise en charge complète et puis que finalement, elle la met en place que partiellement et qu'à la fin, elle a que, entre guillemets «270 € de frais», en fait, si on regarde le barème, ça lui donnerait droit seulement à un complément 3, donc 552,95 €. Donc il y a un risque théorique en cas de contrôle. Bon après, il y a pas forcément énormément de contrôle, en cours de droit, mais par contre, c'est vrai qu'au moment du renouvellement, la MDPH, ne manquera pas de se rendre compte que, il y a eu un décalage entre, les frais annoncés et les frais, effectivement mis en œuvre et bon, ça peut aussi, voilà, influer sur sa décision parce que si elle n'est pas, totalement confortable, avec, le fait que, les frais que vous annoncez, sont cohérents avec les frais que vous engagez réellement, ça peut biaiser un peu, son analyse, au moment du renouvellement. Alors autre chose importante à savoir quand votre enfant est en internat, donc si votre enfant il est en internat à temps partiel, l'AEH et son complément vont être proratisés en fonction des périodes de retour au foyer. Parce que, la réglementation dit que l'AEH et son complément, sont pas dus quand l'enfant est en internat. Bon, ce qui arrive souvent, par exemple, c'est que l'enfant, il est, en internat 5 jours par semaine et puis il rentre le week-end. Donc dans ce cas-là, l'AEH et le complément vont être, proratisés sur, 2/7, parce qu'il y a 2 jours où l'enfant est à son domicile et 5 jours où il est en internat. Le parent va toucher, 2/7 de l'AEH et son éventuel complément et surtout, la réglementation dit que dans ce cas-là, l'AEH et son complément sont versés annuellement et en une seule fois et non mensuellement. Donc ça peut quand même être assez impactant, au niveau de votre trésorerie. Alors pourquoi la réglementation est comme ça? Je pense que c'est parce que, du coup, pour, que la CAF puisse, évaluer le montant à verser, elle a besoin des attestations, de la part de l'établissement, où est admis l'enfant et que c'est pas forcément évident, de récupérer, une attestation tous les mois et donc du coup pour, se simplifier la vie, la réglementation, prévoit que le montant, soit versé, en une seule fois. Un petit passage sur, la durée d'attribution. Alors déjà pour commencer, quelques éléments sur, l'ouverture des droits, et une petite question, imaginons que Malika ait déposé une demande d'AEH le 5 janvier. La MDPH décide le 15 avril de lui accorder l'AEH de base. À partir de quand ces droits sont-ils ouverts? Est-ce que c'est à partir du 5 janvier? Est-ce que c'est à partir du 1er février? Ou est-ce que c'est à partir du 15 avril? Je vous laisse réfléchir. Bien, c'est à partir du 1er février. Pourquoi? Parce que les droits sont ouverts à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande. Donc compte tenu du délai d'instruction du dossier, l'AEH et son complément, sont versés rétroactivement à la date d'ouverture des droits, parce que si elle a reçu, sa notification, le 15 avril, on va lui verser,
les montants auxquels elle a droit au titre de février et mars. Et sachant que ce qu'il faut retenir, c'est que les droits sont versés par la CAF mois échu. Donc, si vous faites une demande le 5 janvier et que vous recevez le 15 avril le courrier de la NDPH indiquant qu'elle vous accorde l'AEH de base, vous avez des droits qui sont ouverts le 1er février. Le 5 mai, la CAF, elle vous verse le montant pour février, pour mars et pour avril. Donc, elle va vous verser 3 mois d'AEH. Normalement, elle vous les verse dès le 5 mai parce que, en principe, le délai entre la réception de la notification et le versement par la CAF n'est pas trop long. Mais ça dépend un petit peu des MDPH et des moments. Donc, soyez aussi vigilants à ça et à relancer la CAF, parce qu'il peut aussi y avoir des problématiques de communication entre la MDPH et la CAF. Donc, vérifiez bien que la CAF a eu toutes les infos de la MDPH pour pouvoir vous verser l'AEH le plus rapidement possible. Quelle est la durée des droits à l'AEH de base et à son complément? Alors, ça dépend en fait du taux d'invalidité. Si le taux d'invalidité était reconnu seulement entre 50 et 79%, alors l'AEH de base et le complément sont accordés pour 2 ans minimum et 5 ans maximum. Malheureusement, beaucoup de MDPH ont tendance à plutôt être sur le minimum que sur le maximum. Donc ce qui vous oblige quand même à refaire des dossiers tous les 2 ans, mais bon, on va dire que c'est mieux qu'avant parce qu'il y a encore quelques années, fallait souvent refaire des dossiers tous les ans pour l'AEH. Et si le taux d'invalidité était reconnu supérieur à 80%, donc là, l'AEH de base, elle peut être accordée jusqu'aux 20 ans de l'enfant, mais malheureusement pas le complément d'AEH qui lui est accordé pour 3 ans minimum et 5 ans maximum. Et encore une fois, les MDPH ont plutôt tendance à attribuer des droits sur les durées minimum. Et en plus, il y a une exception si il y a des perspectives d'amélioration de l'état de l'enfant mentionnées dans le certificat médical. Alors, la règle qui veut que l'AEH de base soit accordée jusqu'aux 20 ans de l'enfant, la MDPH peut y déroger et dire qu'en fait, l'AEH de base va aussi être accordée que pour 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, et donc plutôt 3 ans. Donc, ça dépend un peu des handicaps. Un petit point sur qu'est-ce que c'est qu'un renouvellement, qu'est-ce que c'est qu'une révision des droits? Alors, d'abord, on va commencer par le renouvellement. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au moins 6 mois avant l'échéance de vos droits, il faut que vous pensiez à déposer la demande de renouvellement de votre demande d'AEH. Normalement, la CAF pense à vous le rappeler. Mais bon, mettez-vous quand même un petit rappel quelque part pour ne pas rater le coche. Et donc dans ce cas-là, vos nouveaux droits, une fois que la MDPH aura étudié votre demande, ils s'ouvriront à compter de l'expiration des droits précédents. Par contre, si votre situation elle évolue, que vos besoins ils augmentent, par exemple, vous avez des frais qui augmentent, ou vous avez été obligé de réduire votre temps de travail parce que la situation de votre enfant a évolué et vous ne pouvez plus travailler à temps plein, là, vous pouvez vous pouvez déposer une demande de révision. Alors, quand vous déposez une demande de révision, vérifiez que vous êtes bien éligible à un complément supérieur à celui que vous avez déjà, hein, parce qu'il ne faut pas non plus vous tirer une balle dans le pied, parce que la demande de révision, elle peut être dans les 2 sens, hein. Donc si la MDPH dit: «Ah oui, mais en fait, OK, vous avez dû réduire votre temps de travail, mais vos frais ont diminué, donc finalement l'un dans l'autre, si je regarde le barème, vous devriez avoir un complément moindre». Bon, là, ce serait un peu dommage de faire une demande de révision pour rien. Donc avant de déposer une demande de révision, vérifiez bien le barème. Et là, comme c'est une demande de révision, vos nouveaux droits, ils s'ouvriront à compter du mois qui suit le dépôt de votre dossier de demande de révision. Et donc sans attendre en fait l'échéance de vos droits en cours. Donc c'est important sur le dossier de mentionner très clairement si votre demande est une demande de renouvellement ou de révision, parce que ça n'a pas le même impact en termes de date d'ouverture de vos nouveaux droits. Dernière partie, le cumul avec d'autres prestations. Alors déjà, on parle du cumul avec l'allocation journalière de présence parentale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le complément d'AEH et la majoration parents isolés ne sont pas cumulables avec l'allocation journalière de présence
de présence parentale. Par contre, l'AEH de base et la JPP sont cumulables. Donc, si vous avez la JPP, voilà, faut déposer un dossier à la MDPH dès que vous pouvez, parce que vous pourrez de toute façon cumuler avec l'AEH de base. Et puis, c'est important aussi, comme la JPP a quand même une durée assez limitée, hein, elle est limitée à 310 jours, ça vient vite. C'est pas toujours évident de renouveler la JPP au-delà des 310 jours. Et donc, c'est important de déposer un dossier MDPH très rapidement, même très rapidement après l'ouverture de vos droits à JPP, parce que bah, l'instruction de votre demande d'AEH, elle va prendre du temps. Donc, si vous voulez vous assurer que vous aurez des droits à AEH ouverts après l'échéance de vos droits à JPP, bah, c'est important que vous ayez anticipé, que vous ayez fait votre demande auprès de la MDPH suffisamment en amont. Et puis de toute façon, si vous avez des droits à AEH qui sont ouverts et que vos droits à JPP sont pas encore expirés, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que chaque mois, la CAF va comparer les deux montants, donc en fonction du nombre de jours d'AJPP que vous allez déclarer. Elle va regarder à quel montant d'AJPP vous avez droit. Elle va comparer ça à vos droits en termes d'AEH et de complément d'AEH. Elle va vous verser en fait ce qui est le plus avantageux pour vous entre le complément d'AEH et la JPP. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le délai de versement de la JPP, il est plus long que celui du complément d'AEH, puisque pour la JPP, en fait, il faut déclarer un nombre de jours. Ça passe par faire tamponner le papier par son employeur quand on touche la JPP en étant en emploi. Et donc, du coup, il va toujours y avoir un délai de traitement de la part de la CAF concernant la JPP. Donc, en attendant, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous verser le complément d'AEH. Et puis, voilà, le jour où elle aura les infos pour savoir quel était le montant de la JPP auquel vous aviez droit un mois donné, bah, si le montant de la JPP est supérieur au montant de complément d'AEH, elle va vous verser la différence en complément un petit peu plus tard dans le mois. En ce qui concerne la prestation de compensation du handicap, alors il y a plein de volets de la PCH qui ne sont pas compatibles avec le complément d'AEH. Vous ne pouvez pas cumuler le complément d'AEH avec une PCH aide humaine, ou une PCH aide technique, ou une PCH aide spécifique, ou une PCH aide exceptionnelle, ou une PCH aide animalière. Le complément d'AEH, il est cumulable uniquement avec la PCH aménagement du logement ou du véhicule et la PCH qui prend en charge les surcoûts liés au transport. Par contre, à nouveau, l'AEH de base, comme pour la JPP, elle est cumulable avec tous les éléments de la PCH. En pratique, quand vous faites une demande de PCH, ce qui va se passer, c'est que vous demandez à la MDPH d'étudier vos droits à l'AEH et au complément d'AEH et à la PCH d'autre part. Et donc après, elle va vous envoyer une proposition où elle va vous dire, bah voilà, si vous touchez l'AEH et son complément, vous aurez tel montant. Si vous touchez l'AEH avec la PCH, vous aurez tel montant. Et donc, vous pouvez opter pour l'un ou pour l'autre en fonction bah, du montant et puis éventuellement aussi d'autres considérations, hein, parce qu'il y a aussi des parents qui trouvent que finalement l'AEH et le complément, c'est plus simple que la PCH. Et donc, si le différentiel de montant est faible, un certain nombre de parents choisissent plutôt l'AEH et son complément plutôt que la PCH. Alors, une petite question sur AEH et chômage. Donc, Marie est au chômage indemnisée par Pôle emploi. Dans quel cas le complément d'AEH est cumulable avec son allocation de retour à l'emploi? Premier cas, si elle touche un complément 2 pour réduction de temps de travail de 20%. Si elle touche un complément 4 pour frais supérieurs à 778,46 € par mois, ou si elle touche un complément 4 pour cessation de travail. Je vous laisse réfléchir un peu, il y a plusieurs réponses possibles. Voilà, temps de la réflexion. Et ben dans les deux premiers cas, le cumul est possible. Dans le dernier cas, c'est pas possible. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes indemnisé par Pôle emploi, il faut partir du principe que c'est parce que vous recherchez un emploi, qui peut être éventuellement un emploi à temps partiel. Mais par contre, si vous touchez un complément d'AEH qui vous a été accordé pour cessation de travail,
Normalement, ça veut dire que vous ne pouvez pas chercher un emploi. Donc, ça veut dire que c'est quand même un peu compliqué de cumuler une indemnisation de Pôle emploi et une indemnisation, chômage dans ce cas. Par contre, si vous touchez un complément d'AEH, pour, réduction de travail, ou pour frais, évidemment, a fortiori, ça veut dire que vous pouvez quand même chercher un emploi, qui sera un emploi à temps partiel, mais donc du coup, vous pouvez être indemnisé par Pôle emploi parce que vous cherchez un emploi et toucher un complément d'AEH, pour frais ou pour, réduction, de votre temps de travail. Voilà un petit peu le principe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, dans ces situations, en fait, de cumul impossible, c'est plutôt la CAF qui va vous embêter sur, le volet, AEH que, Pôle emploi qui va vous embêter sur, le volet indemnisation chômage. Parce que quelque part, Pôle emploi pourrait dire, «Ah mais en fait, vous êtes indemnisé, mais en fait, vous avez dit à la MDPH que vous ne pouviez pas travailler, donc en fait, ça veut dire que vous ne pouvez pas chercher d'emploi, donc moi je cesse de vous indemniser». En général, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la CAF qui va dire: «Ah mais oui, mais en fait, vous aviez dit que vous ne pouviez pas travailler, mais vous cherchez un emploi, donc ça veut dire que vous pouvez travailler et donc normalement, vous ne devriez pas, toucher, un complément 4 pour, cessation de travail ou, renonciation à un emploi. Donc dans ce cas-là, que fait, la MDPH? Bah, elle saisit, la CAF pour réévaluer vos droits et en parallèle, elle vous baisse, le complément en disant par exemple, bah, moi je considère, que, alors peut-être vous pouvez travailler mais, à 50 donc je vous donne le complément 3, ça c'est le meilleur des cas. Mais parfois elle va carrément dire: «Ah bah non, moi je vous supprime complément je vous supprime le complément, totalement parce que, bah, vous pouvez travailler donc il y a pas de raison que vous touchiez un complément». Donc après il va falloir re-argumenter, auprès de la CAF, enfin auprès de la MDPH surtout pour qu'elle réévalue vos droits, de manière un petit peu plus fine. Alors il y a aussi le sujet du cumul de l'AEH et de l'allocation de solidarité spécifique. Donc c'est un petit peu la même situation parce que l'allocation de solidarité spécifique, c'est aussi une allocation, qui est payée, quand vous recherchez un emploi, qui peut éventuellement être un emploi à temps partiel. Donc le même raisonnement s'applique que pour le cumul avec l'allocation de retour à l'emploi. Et vous verrez qu'on donne dans le support de formation un petit lien vers une jurisprudence puisque précisément, on avait, accompagné, un parent qui, bah, s'était vu, supprimer, le complément 3, d'AEH, au motif que, il touchait, l'allocation de solidarité spécifique et donc bah, on a réussi à démontrer au tribunal qu'en fait, c'était tout à fait normal qu'elle touche le complément 3 parce que, elle recherchait, un emploi à temps partiel et donc il n'y avait pas du tout de raison de lui supprimer, ce complément d'AEH. En ce qui concerne l'AEH et la prépare, donc il y a pas de règle de non-cumul entre le complément d'AEH et la prépare. Après, bon voilà, c'est toujours pareil, dans la manière dont vous argumentez dans votre dossier MDPH, il faut quand même que vous arriviez à justifier, si vous voulez un complément d'AEH lié à une réduction de votre temps de travail, que c'est bien le handicap qui vous empêche de travailler, pas le choix de vous occuper de votre jeune enfant. Donc, voilà, soyez, vigilants sur la manière dont vous argumentez, votre dossier. Hem Alors autre sujet, le cumul AEH RSA. Alors en théorie, c'est possible de cumuler l'AEH et son complément avec le RSA. Il y a quand même une règle qui dit que le bénéficiaire du RSA, il est tenu de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Vous avez peut-être vu passer aussi, le projet de loi, qui, vient d'être voté ou est en cours d'être voté, par le parlement, sur, le plein emploi, qui renforce encore, ces obligations, de la part des bénéficiaires du RSA d'être inscrits à Pôle emploi qui s'appellera maintenant France Travail. Hem, donc voilà, il faut quand même avoir en tête que, la perception du RSA, c'est quand même associé à l'idée qu'il faut que vous recherchiez un emploi. Il n'y a pas d'exception particulière, pour, les aidants, d'enfants handicapés. Sauf si vous êtes éligible à la majoration du RSA, mais ça, c'est très peu de personnes, parce que c'est les personnes isolées depuis moins d'1 an, ou les personnes isolées qui ont un enfant de moins de 3 ans. Donc si vous avez un enfant handicapé, de plus de 3 ans, même si vous êtes, mère isolée, bah, vous êtes quand même censé, chercher un emploi.
Et donc, en dehors de cette exception, si vous avez, un complément d'AEH, qui vous a été accordé parce que, vous ne pouvez pas rechercher un travail, du fait du handicap de votre enfant, faites attention parce que, on peut vous dire que, vous n'êtes pas éligible au RSA parce que vous n'allez pas pouvoir, entreprendre d'actions de recherche d'emploi. Alors, la réglementation ne parle pas seulement recherche d'emploi, elle dit aussi, meilleure insertion sociale ou professionnelle. Donc peut-être que vous pouvez faire valoir, d'autres actions, par exemple un engagement associatif, et cetera. Mais on sent quand même, le sens de l'histoire, c'est vraiment de pousser les bénéficiaires du RSA à rechercher un emploi. Hem, donc ça risque de devenir quand même de plus en plus difficile, de cumuler, complément d'AEH, pour, renonciation à un emploi et RSA.